Bonjour à tous pour cette première session de l'ISFAR 2022 consacrée à l'obésité en anesthésie. Donc j'ai 4 experts, alors j'en ai 3 autour de moi, mais il y en a une quatrième en visioconférence qui vont nous parler d'abord de l'obésité est-elle un vrai facteur de risque, en tout cas une cause de fragilité en anesthésie, de la douleur, ce qui est des particularités de la douleur qui nous sera présentée par Valéria Martinez, l'ALR bien sûr, puisque c'était même la question de départ qu'on avait posée, mais on s'était dit qu'il faudrait peut-être un peu élargir, avec Sébastien Bloch, et enfin les parcours, l'ambulatoire, dans le contexte de la chirurgie de l'obésité bariatrique, avec Marc Bossier de l'Institut Montsouris. Il va m'en vouloir d'avoir oublié son nom, c'est quand même incroyable. Alors, on va commencer tout de suite avec Audrey Dejon, qui n'est pas avec nous, qui est à Montpellier actuellement, et qui va nous parler de la fragilité de ces patients et des problèmes que ça peut nous poser dans le cadre de l'anesthésie, de la réanimation. Alors, à toi, Audrey. Merci beaucoup pour l'invitation à cette session passionnante. Et donc, on va commencer effectivement par le patient obèse. Doit-il être considéré comme un patient vulnérable? Si on regarde les différentes classes d'obésité, elles ont été bien définies par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, on a la maigreur avec un indice de masse corporelle inférieur à 18,5, un surpoids à partir de 25 kg par mètre carré, une obésité de classe 1, dit obésité modérée, entre 30 et 34,9. Ensuite, l'obésité classe 2 ou sévère. Et enfin, l'obésité classe 3 ou très sévère, à partir d'un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré. Selon cet degré d'obésité, lorsqu'on a un tour de taille finalement plutôt bas pour l'obésité, ce qui doit être assez rare, on a déjà un risque de maladie de façon générale qui est d'augmenter à extrêmement élevé selon les classes d'obésité. Et si maintenant on a un tour de taille supérieur à 94 cm chez les hommes ou 80 cm chez la femme, ben là on arrive à des risques qui varient entre élevés et extrêmement élevés de maladie. Et bien sûr, cela va nous impacter directement au niveau de l'anesthésie de ces patients. Si on fait un point sur les différents risques que présente un patient avec obésité et justement les modifications physiopathologiques qui vont pouvoir nous intéresser pour l'anesthésie et la réanimation de ces patients. Alors d'abord au niveau cardiaque, il y a des comorbidités plus importantes avec plus de pathologies cardiovasculaires chroniques. Et pour tous les patients, même sans comorbidité, on a une augmentation du débit cardiaque de base, avec aussi un monitorage standard souvent moins fiable, le problème des brassards en tension parfois peu adapté à la taille des bras des patients. Et donc, avec ces difficultés de monitorage, les risques d'un remplissage plus inadéquat, en tout cas avec une titration plus difficile chez ces patients. Au niveau rénal, ils sont aussi plus à risque d'insuffisance rénale chronique et on a une augmentation en périopératoire du risque d'insuffisance rénale aiguë. Le foie est aussi atteint avec parfois des stéatohépatites non alcooliques, une altération, on va y revenir, du métabolisme des médicaments et aussi une dyslipidémie plus fréquente. Et au niveau abdominal, ou plus généralement, on a parfois une hyperpression abdominale et je pense qu'on verra ensuite lors de la session sur l'ALR les conséquences au niveau de l'anesthésie loco-régionale. Globalement, on a une augmentation de la masse graisseuse, ça c'est sûr, et sur la masse musculaire, ça varie. On a 2 types d'obésité. Une obésité qui peut être sarcopénique, et dans ce cas, on aura moins de masse musculaire, et une obésité non sarcopénique, où là, la masse musculaire est plutôt augmentée. Au niveau de l'inflammation chronique est plus importante, l'immunité est parfois altérée, et on l'a bien vu avec l'épidémie à Covid-19, on a une augmentation globalement du risque infectieux. Alors, toutes ces modifications, à la fois du foie, de la masse graisseuse, rénale, cardiovasculaire, cette inflammation chronique vont entraîner des modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques qu'on va détailler au niveau des antibiotiques ensuite et de l'anesthésie. Au niveau neurologique, on a une stigmatisation sociale qui est bien connue, avec parfois des troubles de l'humeur associés. Et enfin, au niveau respiratoire, ce qui nous intéresse tout particulièrement, on a une augmentation de la consommation d'oxygène,
de la production de CO2 et du travail respiratoire à l'état de repos chez ces patients avant anesthésie, et aussi une diminution de la compliance pulmonaire et de la capacité résiduelle fonctionnelle qui vont ensuite être aggravées par l'anesthésie et la position sur le dos. Et en plus, on a parfois un syndrome obésité-hypoventilation qui est associé. Donc, si on détaille plus particulièrement la vulnérabilité respiratoire chez ces patients, en résumé, on a vu diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle de tous les volumes pulmonaires, donc augmentation du risque d'atelectasie. On a un risque d'intubation et de ventilation au masque difficile qui est plus élevé chez ces patients. On a aussi un risque d'inhalation gastrique parfois plus élevé, puisque souvent ils ont une gastroparésie diabétique associée et parfois ils ont eu une chirurgie du sphincter inférieur de l'œsophage qui va majorer ce risque d'inhalation, et notamment toutes les chirurgies qui touchent l'estomac. Et on a aussi, dans 15 à 20% des cas, parfois plus fréquemment en cas d'IMC plus élevé, un syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui est souvent associé et qu'il va aussi falloir prendre en compte pour le père et le post-opératoire. Toutes ces modifications entraînent un risque plus élevé de désaturation en oxygène en périopératoire, et donc ce qu'on craint tous, un risque d'arrêt hypoxique, que ce soit lors de l'induction de l'anesthésie, pendant l'anesthésie ou après, et on le verra lors de la dernière présentation, lors du service de prise en charge. Donc justement, au niveau de cette vulnérabilité, comment on va pouvoir la prendre en compte au niveau de nos agents anesthésiques? Alors tout le challenge, c'est de trouver la bonne dose entre les risques d'hypotension et surtout de dépression respiratoire post-opératoire, lorsqu'on regarde les plaintes en Angleterre, par exemple, liées aux dépressions respiratoires post-opératoires, dans plus de la moitié des cas, cela survient chez un patient avec obésité. Et dans tous les cas, ce qu'on peut dire dès maintenant, il faut proscrire les benzodiazépines chez ces patients du fait de risques de relargage ensuite post-opératoire. Mais il y a aussi des bénéfices de faire des agents anesthésiques en quantité suffisante, et notamment dans le contexte d'intubation difficile, une meilleure visualisation de la glotte, une diminution du bronchospasme, notamment avec le propofol, et surtout une diminution de la mémorisation péropératoire, parce que là encore, ces patients avec obésité, étant donné qu'après la dose d'induction, ils vont absorber très vite cette dose, souvent dans la graisse, on va avoir un risque de mémorisation péropératoire juste après l'induction d'anesthésie. Et là aussi, c'est bien décrit dans la littérature. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'une titration et une réflexion à chaque stade de l'anesthésie, avec une mise en place rapide de l'entretien de l'anesthésie, est souvent nécessaire. Donc, si on détaille la pharmacodynamique et pharmacocinétique selon le poids de ces patients, donc on sépare le poids total, aussi appelé poids réel, le poids prédit, aussi appelé poids idéal théorique, et le poids ajusté, qui est très proche du poids maigre, donc on va les confondre pour cette présentation. Donc, le poids réel, c'est facile, hein, c'est le poids réel du patient. Pour calculer le poids prédit, il y a les formules de Lorentz, que je ne vais pas redétailler, qui sont affichées ici. Et ensuite, on a aussi des approximations qui sont possibles. Donc, par exemple, chez l'homme, la taille en centimètres moins 100, ou chez la femme, la taille en centimètres moins 110. Et enfin, le poids ajusté, qui lui prend en compte à la fois l'augmentation de la masse maigre, qui est fréquente, on l'a vu chez les patients avec obésité, et aussi l'augmentation du volume de distribution. Donc, les antibiotiques, les bêta-lactamines, surtout la dose initiale, doivent être titrées sur le poids réel du patient, ainsi que la dose de charge de vancomycine, le cas échéant. Sur le poids prédit, on a davantage l'inésolides et les macrolides. Et ensuite, sur les poids ajustés, alors tout ça est très dépendant des nouvelles données de la littérature. Et par exemple, les aminosides, c'est controversé pour la dose initiale entre poids ajusté et poids réel. Pour la bêta-lactamine et vancomycine, c'est à peu près établi, mais on prend quand même ces données avec précaution. Et enfin, pour les autres médicaments, et notamment les médicaments hypnotiques et curares, sur le poids réel, il faudra doser la succinylcholine, et c'est assez important. Par exemple, un patient de 120 kg, il faudra faire 1 mg par kilo de poids réel, donc 120 mg. Il faudra aussi doser sur le poids prédit les curares et les opioïdes. Et là, c'est pratique parce qu'on a possibilité de titrer. Je pense qu'on y reviendra ensuite avec le cours du professeur Martinez. Et sur le poids ajusté, on part plutôt
Sur la lidocaïne, la kétamine ou le propofol, là encore, selon la littérature, on trouve poids prédit ou poids ajusté, mais en tout cas pas poids réel. C'est pour ça que dans les recommandations de la SFAR sur l'antibioprophylaxie en 2017, il recommandait chez les patients de poids supérieur à 100 kg et avec un indice de masse corporelle supérieur à 35 kg par mètre carré, de doubler les doses de bêta-lactamine. C'est-à-dire que là, si on s'intéresse par exemple à la mise en place d'un anneau gastrique, il doublait les doses de céphazoline avec 4 grammes au lieu de 2 grammes. Et ensuite, vous avez dans ce tableau les conduites à tenir en cas d'allergie, qu'on mette de la vancomycine ou de la clindamycine et gentamicine. Autre vulnérabilité, mais pas la moindre, qui nous fait assez peur en post-opératoire, c'est la vulnérabilité thromboembolique. Effectivement, dans cette grande revue dans Circulation, une étude de cohorte sur plusieurs millions de patients, il était bien retrouvé que lorsqu'on compare les indices de masse corporelle inférieurs à 25 ou supérieurs à 25 kg par mètre carré, on a beaucoup plus de maladies thromboemboliques veineuses pour 1000 femmes, qu'on soit ou pas en période de chirurgie, lorsqu'on a un IMC supérieur ou égal à 25. Et là, lorsqu'on regardait les risques exacts de maladies veineuses thromboemboliques dans les 12 mois qui suivent la chirurgie, on voit que si on prend comme référence le groupe inférieur à 25 kg par mètre carré, on avait 1,5 fois plus de risque lorsqu'on a un IMC entre 25 et 30. Et lorsqu'on a un IMC supérieur à 30, on avait 1,8 fois plus de risque. Et cela devra bien sûr être pris en compte dans notre gestion de la prévention thromboembolique pré-, per- et post-opératoire. Et pour terminer, c'est la dernière diapositive, on a aussi une vulnérabilité qu'on peut dire anatomique générale et notamment les problèmes de perfusion avec ces patients qu'on doit parfois prendre un peu plus tôt au bloc opératoire ou alors prévoir en amont la pose d'un PICC line lorsqu'on les connaît imperfusables. Tout l'intérêt du guidage éco-guidé de la perfusion chez ces patients qui peut être d'une grande aide. Et ensuite, tous les problèmes qui peuvent survenir au niveau de l'installation et du monitorage. On en a déjà un peu parlé, notamment du monitorage hémodynamique. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour toute question. Eh bien, écoute, merci beaucoup Audrey, c'était très très clair. Je pense que ton tableau là sur le choix des traitements, enfin en tout cas des doses en fonction du poids théorique idéal, est vraiment très très bien. C'est un truc, à mon avis, à récupérer, à mettre et à afficher dans beaucoup de services. On n'a pas énormément de temps pour des questions. Moi, j'aurais juste une petite question sur le péropératoire et les opioïdes. Oui. Et morphiniques, est-ce qu'il y en a un qui sont, comme ils sont, on sait qu'ils ont une liposolubilité qui peut-être qui est différente. Est-ce qu'il y en a un plus à conseiller que les autres ou finalement aux doses où on les utilise, ça n'a pas énormément d'importance chez ces patients-là? Oui, alors c'est une très bonne question. Donc, généralement, la question se pose entre le sufentanil et le rémifentanil. C'est vrai que chez un patient très à risque, le rémifentanil peut avoir son intérêt parce que il va s'éliminer beaucoup plus rapidement et pas par les mêmes voies, surtout que le sufentanil. Ensuite, nous, dans le centre de Montpellier, on est quand même resté pour l'instant au sufentanil à très faible dose chez ces patients avec obésité, avec parfois en faisant une analgésie multimodale et notamment une association de lidocaïne qui permet aussi de diminuer la consommation de morphinique, plus ou moins de kétamine selon les praticiens. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y en a un d'entre nous autour de moi qui aurait une question à lui poser? On est dans le timing. Non, c'est bon. Je pense, écoute, encore une fois, merci Audrey.